Chapitre 28. Gorgée. J'y suis arrivée. Cette phrase obsessionnelle tourne en boucle dans mon esprit étourdi. J'ai dû mentir, trahir, tricher, mais j'y suis arrivée. Les docteurs m'entraînent à travers de longs couloirs au parquet craquant. À en juger par leurs larges fraises et les insignes d'or ornant leurs chapeaux coniques, ils font partie des plus puissants dignitaires de la faculté. La foule des courtisans sur nos talons, nous parvenons à une haute porte au panneau arborant l'insigne royal, le masque d'Apollon nocturne. Exili, le grand archiatre, est déjà là, sépulcral dans son manteau écarlate. Quel corridor dérobé a-t-il emprunté pour arriver ici aussi vite ? J'ose à peine lever les yeux sur son crâne cadavérique, dont la teinte nécrosée contraste avec le blanc éclatant de sa fraise. Ce n'est pas seulement le froid émanant de sa personne qui me fait frissonner. Son être irradie un malaise profond, viscéral, nauséeux. J'ai la sensation de n'être pas seulement en présence de la cruauté pure, comme avec les autres vampires, mais aussi de la perversion la plus abjecte. « Maintenez les courtisans à distance », ordonne-t-il aux écuyers du roi de sa voix onctueuse. Ils sont là, tous les 5, vêtus de cuir, montant la garde. Il ne manque que Surage, dépêché par le souverain lui-même pour conduire Raphaël à l'infirmerie. Lucrèce me perce de son regard d'aigle, comme si elle ne me jugeait pas digne de l'élévation qui m'attend. Mais elle n'ose exprimer son mépris en présence d'Exili, le plus proche conseiller du monarque. La foule des courtisans elle-même, maintenue derrière un cordon de velours pourpre, s'est tue. Après l'excitation des duels dans la galerie des glaces, il règne ici une atmosphère pesante. Pour la plupart, c'est le recueillement qui précède un rituel mystique. Pour les conjurés, c'est le calme avant la tempête d'un massacre programmé. Ça y est, j'y suis, au seuil du destin. Diane de Gastefriche, vous attendrez avec Tristan de la Roncière dans l'antichambre, m'enjoint Exili. Le roi vous invitera lui-même dans la chambre mortuaire lorsqu'il sera prêt à vous offrir la gorgée. Le grand archiatre effleure ma joue de l'ongle bleui prolongeant son index osseux, envoyant des frissons d'horreur et de dégoût jusque dans la moelle de mes os. Pénétrer dans la chambre mortuaire est un privilège exceptionnel, qui n'est offert qu'à de rares élus. Seuls les plus hauts nobles mortels et immortels de la cour peuvent assister au grand lever de sarcophage. Le nombre est encore plus restreint en ce qui concerne le rituel intime de la gorgée. C'est dans cette pièce même que j'ai procédé à la cérémonie de transmutation du roi, voilà près de 3 siècles. Depuis, le temps s'y est arrêté. Cette stase peut déséquilibrer les mortels non préparés, leur donner une sorte de vertige. Tâchez d'être digne de l'honneur qui vous échoit et de ne pas vomir vos tripes fumantes sur les souliers du roi. Entendre parler de mes tripes fumantes par cet être habitué aux dissections sur les tables d'opération de la faculté me révulse. Je me tiendrai du mieux possible, votre éminence. Je parviens à articuler. Bien, maintenant armez-vous de patience. Le roi prend son temps pour se préparer au rituel. Il aime à méditer sur son existence infinie avant de s'ouvrir les veines pour en laisser perler quelques gouttes d'éternité. À ces mots, à la fois fascinants et terrifiants, les écuyers ouvrent la porte de l'antichambre. Elle révèle un étroit vestibule immaculé, pourvu de bougeoirs fixés au mur. Tristan est ici, frémissant dans sa chemise au dos encore trempé de la sueur du duel. Les mains des docteurs me poussent en avant et la porte se referme aussitôt derrière nous. « Tu vas bien ?» je murmure du bout des lèvres. « Avec toi toujours », me répond-il dans un chuchotement ému. Sa voix me paraît lointaine, comme étouffée, alors que je sens son souffle sur mon front. Mon instinct me dit que cette étrange antichambre fait office de sas entre le monde extérieur, où le temps se déroule normalement, et la chambre mortuaire, où Exili a affirmé qu'il s'était arrêté. Les bougeoirs brillent d'un éclat immobile, sans les tremblotements infimes qui animent habituellement les flammes des bougies. Au milieu de cette blancheur figée, se dresse la double porte de la chambre mortuaire. Elle est toute en ébène, le bois ténébreux dans lequel sont sculptés les carrosses des vampires.
Une aura glacée émane des épais panneaux noirs, ciselés de crânes et d'ossements mêlés de signes ésotériques. Je frissonne dans ma jupe déchirée. Davantage que 2 élus sur le point d'être élevés, j'ai l'impression que nous sommes 2 sacrifiés jetés en pâture au Minotaure. Les ténèbres sont presque palpables derrière cette porte, plus concentrées que jamais. Percevant mon trouble, Tristan prend ma main. « Je t'aime, Jeanne », me souffle-t-il. « Je n'ai jamais douté que nous nous retrouverions tous les 2 ici ce soir. Comme je te l'ai dit, c'est notre destinée. » Je jette un coup d'œil anxieux autour de moi, saisi par la peur qu'on nous surprenne. Mais le vestibule est désert. Nos chuchotements ne peuvent filtrer ni à travers les murs étanches, ni à travers la lourde porte d'ébène. Ici, nous sommes vraiment hors du monde. « Détends-toi », me dit Tristan. « Nul ne peut nous entendre. » Je hoche la tête, m'efforçant de lui sourire. Je me rends compte que ce n'est pas difficile quand mes yeux sont plongés dans les siens. « J'ai hâte qu'on en finisse », lui dis-je. « Moi aussi, Jeanne. » Il serre ma main un peu plus fort. « Tu sais, il y a une chose que j'attends avec plus d'impatience encore que la destruction du tyran. Je brûle de pouvoir enfin parler de toi à ma mère, la noble dame de la Roncière, et à nos alliés. » Les sentiments de Tristan me réchauffent, mais quelque chose dans ses paroles me trouble aussi. « Parler de moi à tes alliés ?» Je répète du bout des lèvres. « Tu veux dire que les frondeurs embusqués au château ignorent ma participation à la conjuration ?» « Je n'ai rien dit à personne pour te préserver, » m'avoue-t-il en me couvant d'un sourire protecteur. « Vois-tu, les plus grands nobles mortels du pays font partie de la cabale. Comment crois-tu qu'on ait pu dissimuler des armes dans la chambre mortuaire? Seuls des gentilshommes ayant accès au grand lever de sarcophage ont pu s'en charger, subrepticement. Ce qu'ils veulent obtenir avec la mort du roi, c'est la fin de ce numerus clausus insupportable qui limite le nombre de vampires. Voilà la tyrannie contre laquelle se bat la fronde des princes, celle qui nous empêche de nous transmuter. Tu imagines bien que mes prestigieux alliés n'auraient jamais accepté de s'associer à une petite roturière comme toi. Tu es un simple gibier à leurs yeux. Mon cœur manque un battement. Petite roturière, simple gibier. Est-ce bien Tristan, mon justicier à l'âme pure, qui parle ainsi? Mais, je hoquette, quand tu me disais de te battre pour la liberté ou la mort... Eh bien oui, la liberté pour la noblesse mortelle d'accéder sans entrave à la transmutation, susurre-t-il. La liberté pour les seigneurs de boire sans mesure le sang de leurs vassaux. Les nobles dignes de ce nom se doivent d'être des prédateurs altiers, et non des animaux apprivoisés parqués à Versailles. Tel est l'ordre de la nature sauvage, que tu connais aussi bien que moi. La tête me tourne, mes oreilles bourdonnent, comme après un coup de poing en pleine face. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. J'ai forcément mal compris. Quand tu t'emportais contre la pression insupportable que la dîme royale fait peser sur le peuple. J'insiste, répétant les mots mêmes avec lesquels Tristan m'avait enflammé le cœur. La dîme royale, en effet, précise-t-il. Ces tonnes de sang qui sont envoyées chaque année des provinces vers Versailles. Quelle spoliation insupportable! Ses yeux flamboient d'une flamme de révolte. Pas au service du peuple, comme je l'avais mal interprété, mais au service exclusif de sa caste. Après la destruction du roi, la dîme restera sur les terres où elle est produite, décrète-t-il. Ma mère pourra retrouver une jeunesse éternelle, enseignant ses métayers. Après tout, ces gens lui appartiennent tout autant que les champs qu'ils cultivent. Mes frères et sœurs, mes cousines et cousins puiseront eux aussi dans ce réservoir de sang roturier. C'est leur droit féodal le plus sacré. Je sens mes jambes se dérober sous moi, et je suis obligée de me retenir au seul appui à portée de mes mains, l'épaule de Tristan. « Ne t'inquiète pas », me glisse-t-il, se méprenant sur la cause de mon trouble. Je suis aussi bouleversée que toi. Notre rencontre à la grande écurie m'a pris totalement par surprise. Rien ne m'avait préparé à l'évolution de mes sentiments pour toi. Qui l'eût cru? Moi, un Laroncière, follement épris d'une fille du peuple. Mais tu as beau être né dans la fange, ton cœur est noble, je te l'ai dit. Tu n'es pas un gibier, Jeanne. Tu es une prédatrice comme moi. Nous comblerons le gouffre que la société a creusé entre nous.
Écoute-moi. Dès que nous aurons décapité le roi, tous les deux dans la chambre mortuaire, nous pourrons boire tout notre soûl à son cou tranché. Pas juste une petite gorgée mesquine, non. Des lampées entières. Nous nous ouvrirons les poignets pour nous vider de notre sang mortel, et nous le remplacerons dans nos veines par le sang vampirique le plus puissant de tous. Doté du pouvoir de régénération suprême, ce fluide refermera aussitôt nos blessures et effacera jusqu'aux marques infamantes de la dîme sur tes bras. Il dépose sur mon front un baiser qui m'emplit de frissons de confusion. La belette des campagnes va véritablement se changer en noble hermine. Nul n'osera t'attaquer sur tes origines douteuses une fois que tu seras transmuté. En m'épousant, tu délaisseras le nom insignifiant de Froidelac pour devenir une Larancière. Nous créerons dans les forêts d'Ardennes un nouveau royaume vampirique, une nouvelle dynastie éternelle. Les staphylades sur sa joue me semblent soudain prendre la forme d'une tige hérissée d'épines. C'est la branche des Larancières à laquelle il veut m'ajouter. Prenant mon vertige d'horreur pour une pâmoison de délices, Tristan m'enlace un peu plus étroitement. « Je ferai de toi ma reine immortelle », murmure-t-il tendrement, ses yeux bleus étincelant d'amour et d'orgueil. « Tu seras crainte et admirée dans l'univers entier. On fera des chansons à la gloire de ta beauté d'argent, que les ans ne flétriront jamais. Jeanne la magnifique, souveraine des Ardennes et maîtresse de mon cœur, pour les siècles des siècles. » C'est la déclaration parfaite dont rêverait toute âme amoureuse, la promesse d'un amour littéralement infini. C'est aussi l'aveu glaçant que Tristan n'a jamais compris qui j'étais vraiment, et que je me suis moi aussi entièrement fourvoyée sur son compte. Avant que je puisse articuler la moindre parole, les deux battants de la chambre mortuaire s'ouvrent enfin, sans qu'aucune main ne les pousse. Plus encore que ce mouvement surnaturel, le silence total des lourds panneaux d'ébène tournant sur leurs gonds d'acier me glace le cœur. La vaste pièce qui s'ouvre a dû être couverte de dorures autrefois, mais elle est aujourd'hui entièrement noire, calcinée comme les vestiges de Pompéi. Colonnes doriques, cariatides cambrées, moulures en forme de dieux ou d'animaux, tout cela est recouvert d'une croûte de cendres, uniforme, d'un noir si profond qu'il absorbe toute la lumière pleuvant des lustres en cristal d'obsidienne, et, semble-t-il, jusqu'aux sons eux-mêmes. Si l'acoustique de l'antichambre émoussée l'ouïe, celle de la chambre mortuaire l'obstrue entièrement. Tel un caisson imperméable au temps qui passe, les aiguilles sont figées à minuit au cadran des horloges, marquant pour toujours l'heure à laquelle Louis XIV est devenu Louis l'immuable, voilà près de 3 siècles. Un énorme sarcophage de pierre noire trône au milieu de ce mausolée, le cercueil où le roi gît durant ses journées. Pour l'heure, il se tient debout devant nous, nous dominant de toute sa hauteur. Dévêtu de son imposant manteau de sacre et de son juste au corps brodé, il ne porte plus que sa chemise de soie noire, au-dessus de laquelle luit son masque d'or. Ce dépouillement le rend plus impressionnant encore. Les manches retroussées, laisse voir ses bras nus et musculeux, à la chair blanche gonflée de veines bleuâtres, serpentant telles les nervures d'un marbre baroque. Mon instinct animal me hurle de fuir ce prédateur suprême, siégeant au sommet de toutes les chaînes alimentaires. Mais mes jambes, mues par le même magnétisme démoniaque qui m'avait ensorcelé lors de la gigue sans repos, se mettent en route vers le roi. Mes souliers n'émettent aucun son en frappant le parquet noir. Aucune parole n'émane du masque de sphinx du monarque. Et pourtant, j'entends sa voix assourdissante résonner en mon fort intérieur, si puissante qu'elle me broie le cerveau, plus cruellement que mes pires migraines. Viens à moi, Diane de Gastefriche. Bois à la source de la vie éternelle. La froideur absolue émanant de son être me paralyse. Il lève la main droite. Ses ongles s'érigent, telles les griffes d'un monstrueux félin jaillissant de leur gaine de chair. Il pose la pointe aiguisée de son index contre son poignet gauche et ponctionne l'une de ses veines, d'où commence à perler un liquide sombre et lourd. Puis il agrippe mon cou. Je sens que d'une simple pression de ses doigts griffus, il pourrait briser ma nuque aussi facilement que celle d'un lapereau. Ses pupilles noires se dilatent complètement à travers les fentes de son masque, envahissant tout le blanc de ses yeux. Le spectacle de ses prunelles abyssales, à quelques centimètres de moi, me remplit d'une terreur indicible. C'est une épouvante issue du fond des âges,
qui remonte aux cauchemars de mon enfance et même avant, aux origines de l'espèce humaine, si vulnérable face aux grands fauves peuplant la nuit des temps. Je voudrais fuir, mais mon corps ne m'obéit plus. Je voudrais hurler, mais aucun son ne sort de ma bouche. Le roi des ténèbres la bâillonne de son poignet ensanglanté. Un liquide d'une froideur mortelle, pesant comme du plomb, se répand sur ma langue. Il n'a aucune saveur, et pourtant, j'ai l'impression de goûter la mort elle-même. Tandis que l'immuable déverse son sang saturé de ténébrine dans mon organisme, j'aperçois Tristan par-dessus son épaule, à la fois proche et terriblement lointain. C'est comme si les dimensions de cette pièce hors du temps échappaient aux lois de la géométrie. Parvenu à se mouvoir sans attirer l'attention du monarque, Tristan se tient près du mur arrière de la chambre, dont il soulève l'un des panneaux de bois sombre, celui à la tête de lion. Lorsqu'il se retourne, il brandit un pieu dans sa main droite et une épée d'argent dans la gauche. Je le vois glisser sans un bruit jusqu'à moi, sa bouche articulant des mots muets, ses cheveux blonds se soulevant dans cette atmosphère comprimée qui ne porte aucun son. L'étau des doigts royaux se relâche brusquement sur ma nuque. L'horrible source à laquelle je m'abreuvais malgré moi s'arrache violemment à mes lèvres. Au moment où l'immuable se retourne, Tristan se jette sur lui de tout son poids pour lui planter le pieu effilé en plein cœur. Un hurlement silencieux m'ébranle l'âme, comme si tous les astres de l'univers s'effondraient sur eux-mêmes. Les murs cendreux de la pièce se mettent à vibrer. Les longs doigts du roi, déformés par leurs ongles démesurés, se referment sur le pieu fiché dans sa cage thoracique pour l'en extirper. Mais Tristan continue de l'enfoncer de toutes ses forces. Il me lance l'épée d'argent pour mieux pousser le pal de bois de ses deux mains. Je déchiffre sur ses lèvres tremblantes le cri muet que la chambre mortuaire étouffe. Maintenant, décapite-le. Son visage affiche la même expression exaltée que dans la clairière au cerf. Juste après notre folle cavalcade. Juste avant notre long baiser. Ses yeux éperdus me répètent son serment d'amour absolu, une fois encore. Toi, la maîtresse de mon cœur, tu seras ma reine pour l'éternité. Je me vois reflétée dans le miroir azuré de ses iris, telle que je pourrais devenir. Une souveraine terrible, la plus puissante que le monde ait jamais connue. Mes yeux irradiants de ténèbres et ma chevelure d'argent couronnée de tempêtes. Je lève la lame d'une main tremblante et je l'enfonce dans le cou de Tristan jusqu'à la garde. Tristan lâche le pieu. Ses jambes se dérobent sous lui. Il tombe à genoux sur le sol, les deux mains plaquées sur sa gorge d'où le sang jaillit à gros bouillons. Entre ses longues mèches blondes, ses yeux bleus écarquillés me dévisagent avec stupeur. Ses lèvres ruisselantes de sang, qu'il y a quelques jours encore j'embrassais passionnément, s'entr'ouvrent pour prononcer mon nom. Je ne puis le permettre. Cette bouche-là ne doit plus parler, ni aujourd'hui, ni jamais. Ces yeux-là doivent se fermer pour toujours, emportant l'image vertigineuse qu'ils m'ont renvoyée de moi. Les paupières baignées de larmes, la vision trouble. Je lève le bras au-dessus de Tristan agenouillé et j'abats la lame de toutes mes forces sur sa nuque. Sa tête se décolle de ses épaules, comme jadis celle de Valère, et va rouler aux pieds du monarque. Déjà, ce dernier arrache de sa cage thoracique le pieu dégoulinant d'un liquide noir comme de l'encre. Un peu de ténébrine s'évapore de la blessure béante, formant dans l'air des volutes maléfiques. Sous mes yeux embués, la poitrine crevée du monarque se contracte. Les côtes fracassées se ressoudent. Le sang noir reflue dans la blessure telle une marée qui se retire. La peau blanchâtre se retisse au-dessus du gouffre magiquement refermé. Un grondement de souffrance silencieux accompagne cette odieuse métamorphose, envoyant des vibrations dans le masque d'or à l'expression figée. L'immuable fait rouler la tête de Tristan du bout de son soulier à talons rouges, comme si c'était une charogne. La porte de la chambre mortuaire s'ouvre d'elle-même en claquant, puis celle de l'antichambre, mue par la volonté surnaturelle du roi des ténèbres. Les sons extérieurs, que la pièce mystique étouffait, m'explosent aux oreilles. Hurlements de douleur, vociférations de haine, coups de fusil et fracas de lame. À travers l'enfilade de portes, j'aperçois les hauts murs blancs du couloir striés d'éclaboussures rouges. Les corps des gardes suisses et des écuyers assassinés s'amoncellent sur le parquet, témoignant du massacre qui a commencé dès que Tristan et moi avons pénétré dans la chambre mortuaire.
Mon regard s'accroche à un éclat métallique au milieu de cette épouvantable boucherie. C'est le gantelet de fer de Lucrèce du Crève-Cœur, laquelle gît, égorgée dans son propre sang. Les têtes décapitées des immortels se mêlent aux cadavres éviscérés des courtisans mortels par dizaines. Un effluve piquant vient relever l'odeur douceâtre du sang. C'est le parfum de l'essence de fleur d'ail que les conjurés ont largement répandu dans le couloir avant de se livrer au massacre. Ces derniers, occupés à poignarder et à éventrer, cessent soudain leur besogne pour lever les yeux dans notre direction. Sur leurs visages maculés du sang de leurs victimes, l'angoisse de recevoir bientôt la mort remplace la joie sauvage de la donner. Le roi pousse un rugissement tellurique. Recroquevillé au sol derrière lui, je vois les longues mèches de sa chevelure se hérisser autour de sa tête, pareilles aux rayons vengeurs d'un soleil noir. De ses mains griffues, il déverrouille le mécanisme secret fermant le masque dans sa nuque. Le faciès d'or tombe au sol, dans un bruit mat, telle une coquille vide. De là où je suis, je ne peux apercevoir le visage du souverain, ni sa mâchoire vampirique libérée du carcan de métal. Mais les conjurés, eux, se prennent le spectacle en pleine face. Une terreur innommable déforme leurs traits, écartelant leur bouche dans des gémissements de désespoir absolu, écarquillant leurs yeux au point de les faire sortir de leurs orbites fardées. Le roi fond sur eux tel un cyclone de ténèbres, volant au-dessus du plancher dans sa chemise gonflée par un vent surnaturel. Une violente bourrasque claque la porte de l'antichambre derrière lui, m'ensevelissant dans une nuit aussi noire et silencieuse que le fond d'un caveau.